La Défense. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur Ba, Oui. Je vais vous poser quelques questions de précision. Vous avez déclaré ici que lorsque il y a eu un incident sur le président Selou, après cet incident, vous étiez rendu avec ce dernier chez le président Dadis. Est-ce que vous confirmez cela? Des incidents, quand le domicile de Ella Selou avait été attaqué. Là, je m'étais rendu là-bas avec un autre responsable du parti à l'époque. Oui, mais je crois vous avoir... La deuxième fois, c'était lorsqu'on avait une rencontre avec la section de Madina. Ok. Et des éléments, des bérets rouges, étaient venus interrompre la réunion. Et de là, avec M. Diallo Selou, on s'est rendu au camp Alpha Yaya, où on a rencontré expressément le capitaine Dadis Camara. Ok, d'accord. Les deux incidents, si je retiens, pour lesquels vous êtes parti voir le président Dadis, quand vous l'avez rencontré à cette occasion, quelle a été sa réaction lorsque vous lui avez signifié l'existence de ces incidents-là? La première fois, on ne l'avait pas rencontré, c'était presque 72 heures ou dans la semaine de la prise du pouvoir. Ok. La deuxième fois, on était pratiquement dans une de ces pièces et la rencontre était cordiale et conviviale. Conviviale. Quelle a été la réaction quand vous lui avez porté à sa connaissance ces incidents-là, l'interruption de la réunion par les bérets rouges? Bon, je pense qu'il avait reçu une information qui n'était pas du tout en conformité avec la réalité. J'ai pas compris. J'ai dit la raison, certainement, puisque je ne me souviens pas. Je voulais savoir à quel moment précis, est-ce que c'est la journée ou la nuit, vous aviez l'habitude de rencontrer le président Dadis? Mais avant ça, est-ce que vous aviez l'habitude de le rencontrer? Non. Vous ne l'avez jamais rencontré, vous? En dehors de ça, on ne l'a pas rencontré, hormis les réunions publiques, comme tout le monde. Comme tout le monde, d'accord. Mais c'est vrai quand même que les leaders politiques défilaient au camp Alpha Yaya pendant la nuit, au moment de la présidence de Dadis. La seule fois où je me suis rendu au camp Alpha Yaya la nuit, c'était avec le doyen Jean-Marie Doré. Oui, je ne parle pas de vous, justement, pas de vous seulement, mais à chaque fois, quand même, les leaders politiques se rendaient au camp Alpha Yaya pour le rencontrer la nuit. C'est possible. Ok. Donc, est-ce qu'on peut dire que le président Dadis, jusqu'avant le 28 septembre, il était réceptif au dialogue? Est-ce que c'est quelqu'un avec qui on pouvait dialoguer? Lorsque je me suis rendu la nuit au camp Alpha Yaya avec le doyen Jean-Marie Doré, nous n'avons pas été reçus. Vous n'avez pas été Reçus. Vous aviez pris rendez-vous avant de venir? Bon, c'est le doyen qui s'est occupé de cet aspect des choses. Bon, je voulais savoir si vous avez reçu rendez-vous, parce que quand vous venez rencontrer un chef d'État sans rendez-vous, si vous n'êtes pas reçu, vous ne pouvez pas l'en vouloir pour ça. Oui ou non? C'est possible, mais je ne pense pas que le doyen expressément nous demande à ce qu'on aille au camp Alpha Yaya sans au préalable qu'il ait pris les dispositions afférentes. D'accord, on peut noter simplement que les incidents pour lesquels vous l'avez rencontré avaient été réglés.
Très bien. Le 28 septembre, parce que vous avez dit ici que sa déclaration à Boulbinet a été l'élément déclencheur, un facteur déclencheur. Bien entendu, c'est ce que vous avez déclaré ici. Le 28 septembre, le président d'Addis, peut-être que M. Thibou Kamara viendra à cette barre comparaître, bien entendu, en tant que témoin, a essayé quand même de discuter avec le président Sidya Touré. Est-ce que cette information a été portée à votre connaissance? Le jour même, le 28 septembre, lorsqu'on s'est retrouvé au domicile de M. Jean-Marie Douré, c'est à ce moment-là que le président Sidya Touré nous a fait part d'une conversation nocturne téléphonique qu'il a eue avec le président d'Addis. D'accord. Et cette conversation, le président demandait un report de la manifestation. Mais c'était à 2 heures du matin. Oui, d'accord, je comprends. N'oubliez pas, hein, il y a une manifestation qui devait se tenir ce vent-là, le 20 mars passé, là. C'est tardivement que, effectivement, les religieux ont rencontré les forces vives et que ça a été reporté. Donc la tardivité ne pose pas problème si on est de bonne foi. Le contexte est totalement différent. C'est vous qui le dites. Ce qui veut dire que vous-même, vous l'avez dit ici, que le principe, ce n'était pas l'interdiction, c'était un report. Ici, c'était un report. Ça veut dire qu'on vous demandait simplement de repousser la date du 28 septembre. Sauf que c'était tard la nuit. Sa conversation avec M. Sidya Touré. C'était le jour même. D'accord. 2 heures du matin, c'était même le 28 septembre. Ok, bien entendu. Vous pensez que celui qui prépare une répression peut demander un report d'une manifestation à cette heure-là? Je ne peux pas me prononcer. C'est normal. Et justement, parce que... Ok. Il y avait quelle urgence? Il y avait quelle urgence de tenir coûte cette manifestation ce jour-là? Quelle était l'urgence? Il n'y avait pas d'urgence puisqu'une lettre qui a été envoyée le 23 septembre pour une manifestation projetée le 28 septembre, les autorités ont eu largement le temps d'en être informés. D'accord. Et ils n'ont pas pris des dispositions ni une médiation express. Donc, d'accord. Ceci explique cela. Oui, heureusement que ce procès-là se tient dans un contexte pareil. Quand je dis contexte pareil, je parle de la transition. Je vais toujours sur la base de l'actualité. Les religieux, parce que dans votre cas, je crois qu'également il y avait les religieux qui s'étaient impliqués dans cette situation. Ce qu'on est en train de vivre là, c'est que les religieux ont réussi, bien entendu, à faire reporter la manifestation sans impliquer directement le chef de l'État. Est-ce que ce n'était pas possible chez vous? Parce que là-bas, dans votre cas, c'est le président de la République, le chef de l'État lui-même, qui a pris la responsabilité sur lui pour appeler un leader politique. Est-ce que c'était pas trop élevé, à mon avis, si les religieux ont reçu de le faire maintenant là? Est-ce qu'à l'époque, quand un président de la République demande ça à cette heure-là, est-ce que vous ne pouviez pas faire un effort de sursoir la manifestation ce jour-là ou reporter? Les deux parallèles ne sont pas du tout... c'est deux contextes totalement différents. Oui, je suis d'accord que les contextes sont différents parce que vous avez une position aujourd'hui qui est totalement différente de celle aujourd'hui vous n'appartenez pas aux forces vives, alors qu'à au moment du 28 septembre, vous appartenez aux forces vives. Donc je ne m'attends pas à ce que vous déclariez que c'est le même contexte. Et il faut préciser les choses. Actuellement, certains ont créé les forces vives de Guinée. Or, nous étions les forces vives nationales. C'est totalement différent. Bon, ça dépend, c'est votre interprétation. Non, c'est deux notions totalement différentes. D'accord. Quelqu'un nous dira autre chose, hein, monsieur. C'est possible, mais c'est les forces vives dans le compte national. Ça veut dire c'est des membres des partis politiques, la société civile, les mouvements sociaux, syndicaux. C'est cet ensemble, et même on peut aller au-delà.
C'est cela les forces vives nationales d'un pays. Je comprends, mais il n'y a jamais une unanimité autour de la question. C'était le même contexte au moment, à ce moment précis-là, il y avait quand même, c'est pas tout le monde qui était forcément avec vous, il y en a qui étaient de l'autre côté. Ok, j'en passe. En fait, je voudrais simplement dire que si cette situation se posait, vous-même vous avez dit tout à l'heure qu'il n'y avait aucune urgence de tenir courte cette manifestation ce jour-là. Je voulais vous poser une question. Tout récemment, je vous ai écouté ces derniers temps, votre position a varié sur les questions de manifestation. Vous n'acceptez plus, vous, les manifestations. Est-ce que ça veut dire qu'avec le recul, vous vous êtes dit, ce qu'on vous a dit à l'époque, ce qui avait été dit par exemple à M. Sidya Touré, que la Guinée a connu quand même des événements suite aux différentes manifestations. On se rappelle, janvier-février 2007, il y a quand même des manifestations qui ont conduit à ce genre de choses. Aujourd'hui, avec le recul, vous-même, vous avez déclaré dans beaucoup de vos interventions que les manifestations conduisent souvent à des pertes en vie humaine. Est-ce qu'avec le recul, vous estimez que ce jour-là, c'était possible pour vous de pouvoir reporter la manifestation avec le recul? Bon. Le 28 septembre a été une date symbolique qui a été choisie parce que l'enjeu était extrêmement important et les voies de médiation étaient épuisées et il n'y avait pas d'autre alternative que de montrer à la face du monde que la majorité de la population guinéenne ne voulait pas d'une dictature. Oui, je comprends. Je comprends parfaitement. Vous savez, tout est relatif. Vous êtes un homme politique très averti et moi j'ai personnellement beaucoup de respect pour vous. C'est le cas de beaucoup de confrères dans cette salle-là. C'est ce que je dis. Ça peut être en fait votre interprétation, mais si par exemple aujourd'hui, parce que vous avez pris votre distance des manifestations, vous pouvez dire pourquoi vous l'avez fait vous? Parce que si j'estime qu'une action ne contribue en rien à faire prospérer l'intérêt national et au contraire peut être un facteur de nuisance pour l'intérêt national, il va de soi que je ne vais pas y souscrire. Très bien. Et à l'époque, cette manifestation le 28 septembre 2009, par rapport à l'enjeu et aux préoccupations du moment, c'était d'un intérêt national que cette manifestation puisse avoir lieu, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure. D'accord, ça peut être votre lecture, tout comme ça peut être la lecture d'un autre homme politique. On est d'accord? Ok, d'accord. Monsieur Ba, parlant du rapport de la Commission nationale d'enquête, tout à l'heure quand mon aîné confrère vous a posé la question, vous êtes beaucoup plus appesanti sous le résultat de la commission d'enquête. Autrement dit, vous estimez qu'il y a des déclarations à l'intérieur, bien entendu, de ce rapport-là, que vous n'approuvez pas. Vous maintenez cette déclaration? Bien entendu. Très bien. Alors, vous savez, le rapport, ce résultat-là, et puisque, d'abord, avant que le résultat ne soit produit, la commission a été mise en place par le président Moussa Dadis Camara. Mon aîné l'a rappelé tout à l'heure, le 29 septembre on annonce, le 7 octobre on entérine. Ne pensez-vous pas que c'était quand même une volonté d'aller vers une histoire de faire la lumière sur les événements? Je ne discute pas cet aspect des choses puisque J'ai pas compris. Je ne discute pas cet aspect des choses puisque moi-même j'ai été auditionné par cette commission. Mais les conclusions du rapport qui ont été présentées ici sont telles qu'une partie de mes déclarations ont été utilisées pour conforter une thèse qui n'est pas en conformité avec la réalité. D'accord, non. À partir de ce moment-là, puisque l'objet du rapport, c'était d'aboutir à des conclusions
ces conclusions ont utilisé des faits qui sont en contradiction avec la réalité et par conséquent, le rapport est invalidé de facto. D'accord, par vous. Et vous avez dit tout à l'heure que vous n'avez pas les compétences nécessaires de juger les faits et les gens. Et là, vous êtes en train de juger le rapport. À partir du moment où dans un rapport, il y a un élément qui n'est pas en conformité avec la vérité, tel que je l'ai vécu, il va de soi qu'à mes yeux, ce rapport souffre d'objectivité. Oui, c'est normal parce que vous êtes partie civile dans ce dossier-là. Mais mon problème n'est pas le résultat du rapport en fait. Mon problème n'est pas là. Parce que ce que je veux dire, mon problème, c'est qu'est-ce qui a prévalu à la mise en place de la commission d'enquête nationale. Qu'est-ce qui a prévalu? Est-ce que, en tant qu'homme politique, vous savez que même la tenue de ce procès, il a fallu une volonté politique pour que ce procès se tienne, oui ou non? Bien entendu. Vous êtes d'accord avec moi? Bien sûr. Et bien entendu, est-ce qu'il n'a pas fallu également une volonté politique pour qu'on puisse prendre quand même un acte pour mettre en place une commission d'enquête? Pas les résultats d'abord, la commission elle-même. Mais la commission, à partir du moment où elle est constituée par décret présidentiel, bon, elle a l'obligation d'aller dans le sens de la mission. Comprends. Donc il n'y a pas il n'y a rien à dire. Monsieur Ba, oui. Monsieur Ba, jusque-là, je crois que tout va bien. Mon problème, il faut que... parce que l'objectif, c'est pour que le tribunal comprenne ce dont on est en train de parler. Je veux dire, ce procès-là, il se tient. C'est parce que le chef de l'État actuel a voulu. Sinon, les événements se sont déroulés depuis 2009. On a fait plus de 10 ans. L'instruction est terminée en 2017. Les choses auraient pu se tenir. Si le procès se tient aujourd'hui, n'est-ce pas par la volonté politique du chef de l'État actuel? C'est tout à fait vrai. Très bien. Donc, en Conseil de ministres, il a décidé que le procès se tiendra le 28 septembre. Oui. Ok. N'est-ce pas également une volonté du président, du chef de l'État d'alors, de prendre l'engagement au lendemain des événements du 28 septembre, d'annoncer, bien entendu, la mise en place de la commission d'enquête et de l'entériner effectivement le 7 octobre? Est-ce que ce n'est pas une volonté politique? Et vous-même vous le dites avec un décret présidentiel. C'est une volonté politique, il n'y a pas de doute là-dessus. Je suis très content de votre réponse. Sur les résultats, le président Dadis, en fait, vous savez qu'il n'était pas en Guinée, il était convalescent à partir à Ouaga, quand le résultat de la commission d'enquête sortait, le 20 janvier 2010. Vous le savez, non? Au moment où la commission rendait ses résultats, le président Dadis n'était plus le chef de l'État. Est-ce que vous le savez? C'est possible, mais je n'ai pas les détails, la chronologie. C'est possible. D'accord. Non, ça c'est un fait qui est acquis au débat. Le rapport de la commission d'enquête est très clair. C'est le 20 janvier 2010. Le président Dadis, ayant été atteint par une balle le 3 décembre, il était impossible qu'il soit là en ce moment où on présentait le rapport de la commission d'enquête nationale. Est-ce que, en ce moment-là, il était possible, puisqu'il n'est plus en possession de tous ses moyens, donc les moyens de l'État, d'influencer les résultats de la commission d'enquête? Je n'ai pas de réponse pour ne pas m'aventurer dans un environnement que je ne maîtrise pas. Le tribunal appréciera. Monsieur Baori, qu'est-ce que vous retenez de bon du président Dadis? Ils ont pris le pouvoir sans effusion de sang. C'était une préoccupation à l'époque. Après beaucoup de situations conflictuelles, puisque les prolongements de la guerre civile du Libéria, de la Sierra Leone et d'autres troubles que la Guinée avait connus, pouvaient penser qu'il pourrait y avoir des règlements de compte après le départ et le décès du général Lansana Conté. Mais grâce à Dieu, ça n'a pas
ça s'est passé de la manière la plus pacifique possible. Ça, c'est un bon point. C'est clair. Merci, M. Ba. Je vous remercie. Merci, M. le Président. Il n'y a plus de questions au niveau de la défense. Partie civile. Je vous remercie, Monsieur le Président, honorable assesseur, de me donner la parole pour poser quelques questions à M. Bahouri. Et je voudrais commencer par vous féliciter. Merci. Et je crois que, à travers ce procès, ceux qui ne vous connaissaient pas ont eu l'occasion de vous écouter et de comprendre qui vous êtes. En réalité, vous êtes une sommité. Je suis fier d'être l'un de ceux qui vous défendent à ce procès. Vous avez rendu un service énorme à votre pays. Vous avez pris votre responsabilité à un moment où certains se cachaient. Vous avez pris la responsabilité de faire face à une gente qui était à l'époque assoiffée de pouvoir et de sang. Je vous remercie pour ça. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je voudrais commencer par faire certaines remarques. Voyez-vous, tout ce que les avocats du président Dadis n'avaient pas pu obtenir comme information, ils ont pensé qu'ils allaient obtenir avec vous. Et cela dénote de plusieurs échecs. D'abord, Monsieur le Président, Monsieur Bahouri, certains ont eu la prétention de vous enseigner. Voyez-vous, vous êtes un homme humble, simple et très important pour le pays. Ne vous offusquez pas. Merci, Monsieur le Président. Il vous a été montré également une liste faisant état de la hiérarchie militaire. Est-ce que vous savez que ce n'est qu'une liste additive qui a été lue ici? Est-ce que vous le savez? Non, je ne savais pas. Donc, je vous apprends, monsieur Ba, que la première liste, en tête de liste, figure M. Moussa Dadis Camara, parce que c'est lui le commandant en chef des forces armées avec le général Sekouba Konaté. C'est une mise au point très importante. Ensuite, déformant vos propos, l'un des conseils a déclaré que vous avez soutenu que la responsabilité de M. Moussa Dadis Camara est purement morale. Est-ce que ce n'est pas une déformation de vos propos? La mezzanine, s'il vous plaît. Oui. Est-ce que ce n'est pas une déformation de vos propos? Bien. Oui. Et il a même demandé que cela soit acté dans le primitif. Ce n'est qu'une simple diversion, Monsieur le Président. Oui. Voilà. Ensuite, il est allé jusqu'à vous poser la question de savoir c'était quoi un aide de camp. Est-ce que vous êtes à cette barre pour donner des cours sur l'organisation militaire? Non. Est-ce que la définition de l'aide de camp vous intéresse à ce procès? Non. Est-ce que vous avez un aide de camp? Non. Alors, ensuite, ils ont également prétendu, la plupart d'ailleurs, qu'il y aurait des contradictions entre votre procès verbal d'audition au niveau du pôle d'instruction et les déclarations que vous avez tenues à cette barre. Est-ce qu'il y a des contradictions? Non. Est-ce que le fait de dire que quand Toumba Diakité est venu, il a demandé, il a donné des instructions pour que vous descendiez de l'estrade, est-ce que cela constitue une contradiction par rapport aux propos que vous avez tenus ici? Non. Est-ce qu'à l'époque des faits, dès lors qu'il était peut-être le plus imposant, il vous a dit descendez, est-ce que cela ne constituait pas pour vous une forme de chefferie en ce qui concerne ceux qui étaient autour de lui? Affirmatif. N'est-ce pas? Est-ce que cela contredit ce que vous avez déclaré hier et aujourd'hui? Non. Très bien. Je vais poursuivre d'abord pour les remarques, parce qu'il faut rétablir les faits. Il y a eu trop d'amalgame. Et l'amalgame crée la confusion. Devant ce tribunal, tout va être éclairci. C'est extrêmement important pour l'avenir de ce pays. Nous avons baigné dans le mensonge pendant 50 ans. Il est temps que ça se termine. Ensuite, on a lu presque 50 pages des différents rapports. Est-ce que c'est vous qui avez établi ces rapports? Non. Quelle a été la conclusion du rapport de la Commission nationale? Quelque chose que j'ai, en écoutant les auditions, qui m'avait semblé contraire à la vérité. Est-ce que conclure que ce sont les leaders politiques qui sont responsables
qui ont une grande responsabilité dans l'organisation de ce procès et des massacres. Est-ce que ça, ce n'est pas contraire à la vérité? C'est contraire à la vérité. Très bien. Ensuite, est-ce que, en vous demandant si M. Moussa Dadis Camara, les acquis de M. Moussa Dadis Camara, est-ce que cela vous intéresse ici? Dans les circonstances actuelles, je ne vois pas l'importance. Est-ce que c'est à vous de déterminer sa responsabilité morale, pénale et disciplinaire? Est-ce que c'est à vous de le déterminer ici? Pas du tout. Très bien. Est-ce que, après avoir fait votre audition devant le juge d'instruction, est-ce que vous avez le droit de rajouter d'autres éléments qui n'ont pas été pris en compte au moment de votre audition devant le juge d'instruction? Est-ce que vous avez ce droit? Je crois que ce droit existe. Est-ce que cela est contraire à la procédure pénale ici? Pas du tout. Est-ce que vous avez le droit de rajouter toute information qui n'avait pas été prise en compte? C'est tout à fait possible. Très bien. Ensuite, on a voulu vous opposer aux déclarations que certains leaders auraient tenues dans leur procès verbal. Est-ce que vous êtes là pour défendre la version de telle ou telle autre personne? Pas du tout. Vous êtes là pour expliquer votre part de vérité, oui ou non? C'est bien ça. Très bien. Est-ce que dans ces conditions, on peut vous reprocher d'avoir des contradictions entre votre déclaration et les déclarations d'autres personnes? Est-ce que c'est logique? Ce n'est pas logique. Très bien. Ensuite, il y a l'un des avocats qui vous a demandé, mais pourquoi vous n'avez pas résisté quand on vous a porté, quand les manifestants vous ont porté au dos pour faire entrer au stade? Ce n'est pas, à la limite, irréfléchi. Ils ne se mettent pas dans le contexte. Est-ce que vous aviez la possibilité d'empêcher les gens de vous porter en triomphe? Ce n'était pas possible. Quand vous êtes venu le matin, est-ce que le stade était fermé? C'était fermé. Est-ce que quand vous êtes rentré, vous avez constaté qu'il y a eu effraction? Pas du tout. La porte a été complètement endommagée ou est-ce qu'elle a été endommagée ou elle était complètement ouverte? Elle était ouverte. Est-ce que vous ne pensez pas que celui qui a ouvert cette porte était déjà dans la dynamique de participer à ces massacres? Je pense que ceux qui l'ont fait ont sciemment piégé tout le monde. Très bien. Je vais venir au fait, parce que c'était important que cette mise au point soit faite avant que je ne rentre dans le vif du sujet. Vous avez parlé des prémices, des actes qui ont conduit à la crise, n'est-ce pas? Oui. D'abord, pour commencer, quand le CNDD est arrivé au pouvoir, j'imagine qu'en tant qu'homme politique, vous avez exprimé les inquiétudes, mais est-ce que tout de suite la jeune vous a rassuré à travers le discours qui avait été tenu à l'époque par le président Dadis? Est-ce que vous étiez rassuré dès le départ? Bon, peut-être qu'à l'époque, notre situation particulière, appartenant au dernier gouvernement du général Lansana Conté, et que le jour même du décès, que des militaires viennent chez moi agresser ma famille et prendre les véhicules et certains biens personnels, ce n'était pas de bon augure. Donc j'étais suffisamment prudent et le lendemain ou le surlendemain, on a été convoqués tous au camp Alpha Yaya. Donc on était dans une situation où on n'était pas du tout rassuré, mais néanmoins, la dynamique populaire nous a, à mon niveau, fait accepter que c'était la meilleure issue dans le contexte du moment. Donc, dès le départ, la jeune version Moussa Dadis Camara n'était pas rassurante, oui ou non? Bon, pour la majorité de la population, elle a applaudi, mais pour certains responsables comme nous autres, mais je peux comprendre qu'en appartenant au gouvernement qui a été déchu, il fallait s'attendre à ce qu'il y ait des désagréments. Mais bref, ce n'était pas du tout une raison pour globalement rejeter l'arrivée du CNDD au pouvoir. Est-ce que vous vous rappelez des premiers engagements qui avaient été pris justement par le président Dadis au moment de la prise du pouvoir? Est-ce que vous pouvez citer 2 ou 3 engagements? Bon, l'essentiel, pour dire les choses exactement, c'était le fait que le processus politique allait être mené correctement dans un délai raisonnable
et que ni lui ni le CNDD ne seraient candidats pour les prochaines élections. Est-ce que la mise en place des institutions n'avait pas été aussi, n'était pas aussi l'un des engagements du président Dadis, notamment le CNT? C'est vrai, mais pratiquement, on n'a pas connu le CNT, ni une avancée notable du processus politique. Il a fallu pratiquement tout précipiter au début de l'année 2010. Est-ce que 9 mois après, le président Dadis a tenu ses engagements? Dans les faits majeurs, non. Très bien. On va parler du harcèlement des leaders politiques et des leaders de la jeunesse, surtout de l'Axe. Est-ce que vous étiez au courant que à la prise du pouvoir, le président Dadis avait créé une commission pour recruter des jeunes à l'Axe pour son soutien? Est-ce que vous étiez au courant? Bon, j'ai entendu, j'ai ouï dire que de l'argent circulait pour recruter des éléments et ça a amené une division entre pro-CND, CNDD et anti-CNDD. Très bien. Est-ce que la corruption, qui était son cheval de bataille, est-ce que cet engagement était respecté au moment même, quelques mois après la prise du pouvoir? En agissant ainsi, ça ne pouvait qu'accréditer la thèse comme quoi il y a anguille sous roche. Très bien. Donc, à travers la corruption, il tentait déjà de rallier à sa cause toute personne qui était susceptible de contester son autorité, n'est-ce pas? C'est possible. Très bien. Ensuite, est-ce que vous avez appris que des jeunes, ceux qui refusaient la corruption, étaient malmenés, parfois arrêtés au moment des faits? Je n'ai pas souvenir de manière précise d'arrestation. Certainement, il doit y en avoir, mais je ne m'en souviens pas. Très bien. Est-ce que cette persécution de ces jeunes ne constitue pas les premières prémices de la construction d'une dictature dans un pays? Bon, peut-être dans le contexte trouble, ce n'était pas suffisant pour globaliser et qualifier le régime à ce moment-là de dictature, à mon avis. Mais avec le temps, vous avez quand même compris que le CNDD n'était pas si différent des régimes qui se sont succédés, n'est-ce pas, en tant qu'homme politique et analyste? Qu'est-ce qui avait fondamentalement changé dans le comportement des militaires à l'époque? Tout ce que je peux dire, c'était des forces qui étaient moins structurées, moins disciplinées et qui n'étaient pas en phase avec la conception classique de l'État tel que cela fonctionnait auparavant. Très bien. Est-ce que la prolifération de mouvements de soutien ne constitue pas également un moyen tendant à conserver le pouvoir avec le recul? Est-ce qu'on ne peut pas analyser on ne peut pas prendre cet élément comme étant un des éléments qui ont conduit justement le président Dadis à vouloir s'éterniser au pouvoir? C'est possible. Très bien. Est-ce que vous savez que ces mouvements-là, notamment le Dadis doit rester, ces mouvements-là étaient financés par les barons du CNDD? Est-ce que vous l'avez appris? Bon, je ne sais pas d'où les sources de financement, je ne sais pas, mais je sais qu'après la création de ce mouvement, Dadis doit rester de manière spontanée. D'autres mouvements, Dadis doit quitter, à prospérer par-ci, par-là. Très bien. D'aucuns pensent que le président Dadis, son discours de Boulbiné, parce que je crois que l'un des avocats a prétendu ici que quand il a fait ce discours à Boulbiné, ce n'était qu'en réponse à une provocation des leaders politiques. Est-ce que c'était réellement logique qu'il fasse une telle déclaration, étant entendu la crise qui couvait à l'époque dans le pays? Ce n'était pas utile et ça a créé
une psychose et des inquiétudes aussi bien sur le plan national que sur le plan international. Revenons à ce discours d'Addis ou la mort. Il a été rapporté ici par l'un des avocats que le président d'Addis se serait offusqué quand Moussa Keïta a fait cette déclaration. Est-ce que c'est une réalité, M. Ba? Bon, peut-être qu'il y a eu des réprimandes, mais dans le fait, le discours, la logique du discours a continué à prospérer. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous parler du rôle du groupe de la CEDEAO dans la résolution de cette crise, notamment le groupe international de contact pour la Guinée? Est-ce que vous pouvez nous parler brièvement, qu'est-ce qui a conduit à la création de cette entité pour venir en aide au pays? C'était une volonté de faire en sorte de faire converger toutes les initiatives, aussi bien de la CEDEAO, de l'Union africaine et de toutes les autres organisations internationales, y compris les partenaires bilatéraux, en un pool pour ne pas être dispersés et pour avoir une force d'appoint susceptible de compter dans la balance pour mener à bien la transition telle qu'elle était exprimée formellement au début. Est-ce que vous savez que le 2 septembre, M. Moussa Dadis Camara a déclaré officiellement en présence des membres de ce groupe de contact international qu'il allait se présenter aux élections présidentielles? Est-ce que vous le savez? Je n'ai pas souvenir, bien que j'ai participé à beaucoup de rencontres, mais bon, de manière explicite, je ne me souviens pas de cette déclaration. Effectivement, il a tenu cette déclaration en présence des représentants de ce groupe international de contact à Conakry. Et plus loin, il est allé les faire participer à une réunion le 2 septembre à Conakry. Je ne sais pas si vous vous souvenez, au cours de laquelle sa candidature a été officiellement sollicitée par des gens qui l'avaient manipulé au stade. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Je ne me souviens pas exactement. Est-ce que vous vous souvenez de la réunion qu'il a orchestrée avec les maires, les élus locaux? Est-ce que vous vous souvenez de cette réunion? J'ai entendu parler de cette réunion. Est-ce que vous vous souvenez de cette réunion au cours de laquelle chacune des communautés a sollicité sa présentation aux élections présidentielles? Est-ce que vous vous souvenez de ça? Je me souviens de cette rencontre. Est-ce qu'aujourd'hui, M. Moussa Dadis Camara peut dire qu'il n'était pas dans la dynamique de se présenter à l'élection présidentielle? Les faits attestent une volonté d'être présent. Est-ce que ce n'est pas cette volonté de se maintenir au pouvoir qui a conduit à l'organisation de cette manifestation? C'est tout à fait exact. Est-ce que si il avait annoncé officiellement qu'il ne se présentait pas aux élections, cette manifestation aurait eu lieu? Non, il n'y avait aucune raison qu'elle puisse avoir lieu. Alors, donc on va passer, justement, on connaît maintenant les motifs pour lesquels vous avez organisé cette manifestation. On va aller à la manifestation, à l'organisation pratique de la manifestation. Quelles sont les dispositions que vous avez entreprises pour l'organisation de cette manifestation, de façon très résumée? Est-ce que vous avez donné des consignes spécifiques à ceux qui devaient manifester au moment des faits? Il y a eu des consignes, une sensibilisation, notamment le caractère pacifique et le caractère massif qu'il fallait démontrer, puisque on voulait de manière visible montrer de quel côté était la légitimité populaire. Très bien. Est-ce que, au cours de cette manifestation, vous aviez la volonté de mettre fin au régime de Moussa Dadis Camara? Pas du tout, ce n'était nullement nos intentions. Est-ce que vous aviez les capacités militaires ou matérielles pour obtenir un coup d'État contre lui? Pas du tout. Alors, quand on parle de complot, M. Ba, est-ce que le complot là pouvait tenir? Il ne pouvait pas y avoir de complot dans ce contexte. Je pense que c'est nous qui avons subi un complot qui a contribué au carnage. Très bien. On va venir le jour de la manifestation. Il a été rapporté à cette barre que un commissariat a été incendié, n'est-ce pas? Oui. Et que ce sont les armes issues de ce pillage, de ce commissariat,
qui auraient été servis, c'est ces armes qui ont servi à perpétrer le massacre au stade. Est-ce que cela est une logique, M. Ba? Est-ce que ça c'est possible? Ce n'est pas possible parce qu'un commissariat, s'il y a des fusils à l'intérieur de ce commissariat qui était relativement modeste, il ne pouvait y avoir qu'un ou deux fusils. Très bien. Et c'est d'ailleurs confirmé par le commissaire central de ce commissariat qui a indiqué effectivement que les fusils qui avaient été trouvés à cet endroit n'étaient pas opérationnels. Cela est également confirmé par Toumba Diakité. Donc, il ne pouvait pas avoir de complot contre le capitaine Moussa Dadis Camara. En tout cas, en ce qui concerne les organisateurs de cette manifestation, n'est-ce pas? C'est clair. Très bien. Et j'ai oublié de parler d'un pan, c'est concernant M. Sidya Touré, la veille de la manifestation. Est-ce que vous pensez que le fait qu'il ait appelé Sidya Touré à 2 h du matin était un acte sincère tendant à désamorcer la crise? Pas du tout, parce que entre le 23 septembre et le 28 septembre, il y avait des possibilités de convoquer l'ensemble des membres des forces vives pour un entretien, pour éviter que nous allions dans la logique que nous déplorons aujourd'hui. Mais M. Sidya Touré, en tant que tel, comme je vous l'ai indiqué, ne pouvait pas prendre un engagement qui pourrait amener à ce que la date soit reportée, parce que les forces vives étaient structurées de telle manière que les décisions majeures devraient faire l'objet d'une assemblée générale expresse pour que les décisions soient prises. Tout cela a été fait pour éviter que quelques-uns d'entre nous, en catimini, puissent prendre des décisions et des contre-décisions qui auraient ruiné l'efficacité du mouvement. Est-ce que si le président Dadis était sincère, ainsi que son gouvernement, est-ce que du 23 au 28, il n'aurait pas organisé une réunion pour vous appeler afin de s'entendre sur ce qui était le point d'achoppement, afin d'éviter l'organisation de cette manifestation? C'était tout à fait possible et je pense que nous étions disposés à cela, mais il n'y a jamais eu d'initiative dans cette direction. Je voudrais que le président me permette de lire le procès verbal d'audition de M. Sidya Touré et ensemble on verra si cela constitue des menaces ou pas. Monsieur le Président, avec votre permission. Il s'agit du procès verbal de M. Sidya Touré. Moi, j'avais des rapports très apaisés avec le capitaine Dadis. Le 28 septembre, à 1 h du matin, mon téléphone a sonné. Lorsque j'ai regardé, j'ai compris que c'était un coup de fil au nom de Tibou Camara qui était affiché sur mon téléphone. J'ai posé la question de savoir pourquoi il m'appelait si tard. Il m'a répondu que c'est le président qui voulait me parler. Je venais de me réveiller, j'ai dit, quel président? Il m'a dit c'était le président Dadis. Dans notre conversation, Dadis m'a demandé de faire empêcher le meeting qui était prévu dans la matinée au stade. Je lui ai répondu que ce n'était pas possible. À 1 h du matin, je ne vois pas comment cela pouvait être possible. Il a donc dit qu'il a beaucoup de respect pour moi. Mais il était impossible d'accepter que ce meeting se tienne. Je réitère que je n'y pouvais rien. J'ai réitéré que je n'y pouvais rien. J'ai eu l'impression que le téléphone était sur haut-parleur et que les deux suivaient ma déclaration. J'ai entendu Tibou dire qu'il fallait faire respecter l'autorité de l'État. Monsieur Ba, avec une telle déclaration, est-ce que cela ne peut pas être analysé et compris comme étant des menaces? Les termes tels qu'ils sont utilisés attestent cela. Très bien. Donc, on peut aujourd'hui affirmer, confirmer qu'effectivement, M. Moussa Dadis Camara était opposé à cette manifestation au stade, oui ou non? Par ces termes, oui. Très bien. Le jour de la manifestation, vous avez parlé du colonel Tchebourou et il me semble avoir entendu que au départ les échanges étaient cordiaux, n'est-ce pas, avec lui? Bien sûr. N'est-ce pas?
Et est-ce qu'il en est resté ainsi jusqu'à la fin? Bon, les échanges cordiaux étaient au moment où on était au niveau de l'entrée de l'université Gamal Abdel Nasser. Moi, je peux l'interpréter comme tel, quelqu'un d'autre peut l'interpréter autrement. Mais comme c'était dans une période surexcitée, il y avait, disons, des positions tranchées de part et d'autre. Il nous a été rapporté ici, à travers des procès-verbaux des partis civils, qu'effectivement, le colonel Thiebro s'en est pris personnellement à plusieurs partis civils à travers ses agents. Est-ce que quand on vous dit ça à la barre, vous pouvez croire? Je vous écoute, oui, je n'ai pas compris. Ces agents ont participé au maintien d'ordre. Est-ce qu'on peut y croire? Au maintien d'ordre? Oui. D'abord, le colonel Thiebro, quand il était avec vous dans ces entretiens, est-ce qu'il était accompagné d'agents? Il y avait peut-être quelques agents. Il y avait des agents du CMIS qui étaient à côté. Bon, comme je ne connais pas le nombre des hommes liés au colonel Thiebro, peut-être que d'autres étaient dans d'autres théâtres des opérations. Vous avez déclaré ici que le colonel Thiebro n'avait pas d'autorité sur les agents. Est-ce que vous parlez des militaires ou des gendarmes et policiers? Parce que la distinction elle est importante. Vous parliez de quel type d'agent? Non, à ce niveau-là, je ne peux parler que la manière dont un agent a intimé l'ordre de nous faire sortir de la clinique. Voilà. Sinon, Très bien. Ils vont jeter des grenades et le colonel Thiebro était en face de lui. Et je pense qu'un officier de son rang qui a pris l'initiative de nous amener à la clinique et un autre subordonné qui dit non, ce n'est pas possible, sinon je fais sauter la clinique, ça posait problème. Pourquoi j'ai posé cette question? Parce que ça représentait presque un trophée de l'autre côté. C'était presque un trophée. En réalité, il n'avait pas de contrôle peut-être sur les bérets rouges et les militaires. Ça, c'est peut-être plausible. Mais est-ce que sur l'esplanade du stade, vous avez vu un seul agent désobéir aux ordres de M. Thiebro? Je ne l'ai pas vu en tant que tel prendre une initiative au moment où on était à l'esplanade du stade du 28 septembre. Donc, vous parlez d'insubordination au niveau de la clinique, n'est-ce pas? Simplement au niveau de la clinique pour dire les choses telles qu'elles se sont passées. Bien. Parce que c'est très important de le dire. À l'intérieur du stade, quand vous êtes arrivé, on ne va pas revenir sur tout ce que vous avez dit. Vous avez dit que quand vous avez appelé le colonel Thiebro, il est venu à votre secours, n'est-ce pas? Disons, je me suis montré et bon, il est venu vers nous en marchant et il nous a pris en charge. Est-ce qu'à cet instant T, il y avait des morts à l'intérieur du stade? Je ne peux pas le dire avec certitude puisque je ne pouvais pas savoir ce qui se passait à l'intérieur du stade dans tous les coins et recoins. Sur les environs, là où vous étiez, est-ce que vous avez remarqué que des gens étaient blessés ou tués sur ces environs? J'ai vu beaucoup plus des gens qui étaient amassés et dont des jeunes enfants qui étaient mis à jour par un militaire. Vous avez parlé d'une femme, n'est-ce pas, qui était au milieu, encerclée des militaires comme des vautours, n'est-ce pas? Oui. Est-ce qu'à cet instant, vous étiez avec le colonel Thiebro? Oui, puisqu'on traversait l'esplanade pour aller du côté où était garée sa jupe. Est-ce que, logiquement, tout le monde ne pouvait pas déduire que ces agents étaient en train de tenter de violer cette femme? La manière dont la scène que j'ai vue, humilier, déshabiller une femme en pleine journée au milieu de cette foule, entourée par des hommes en uniforme, c'était quelque chose de particulièrement révoltant. Donc, on n'a pas besoin d'être un génie pour deviner que cette femme
était en train de se faire violer, oui ou non? Bon, le viol par extension, oui. Est-ce que... Puisque par rapport à ce que j'ai vu, pour être clair, le fait qu'elle soit déshabillée est en soi une atteinte à sa dignité. Par la suite, nous sommes partis. Je ne sais pas ce qui est advenu d'elle par la suite. Donc, le colonel Thieboro ne peut pas dire, au cours de ce procès, qu'il n'a vu aucune femme se faire violer. L'utilité de cette question, c'était ce point. Merci. Dites-moi, quand il vous a exfiltré du stade, il vous a conduit à la clinique, n'est-ce pas? Oui. À cet endroit, vous avez même dit qu'il y avait 2 militaires qui vous menaçaient, qui menaçaient la clinique, de faire sauter la clinique si toutefois vous étiez admis aux urgences là-bas, oui ou non? Bon, pour être plus clair, on était déjà admis à l'intérieur dans le couloir. C'est par la suite qu'ils sont venus et ont intimé l'ordre de nous sortir, sinon ils vont jeter une grenade à l'intérieur. Et donc, il a fallu remballer et remettre M. Diallo Selou. Est-ce que le colonel Thieboro était toujours dans l'enceinte de la clinique au moment où cela se produisait? On était ensemble. Vous étiez ensemble. Donc c'est devant le colonel Thieboro que des militaires ont menacé de faire exploser la clinique, oui ou non? C'est vrai. Est-ce qu'il peut nier cette réalité ici? Comment? Qu'est-ce qu'il peut nier cette réalité? Le colonel Thieboro. Ce que j'ai vu, il l'a certainement vu également. Donc, M. Ba, M. Thieboro a déclaré ici n'avoir jamais assisté à cette scène. Qu'en pensez-vous? Peut-être c'est de l'amnésie. Comment? Peut-être c'est l'amnésie, mais c'est une réalité. Il était témoin, il était en face du monsieur. Donc, cet acte s'est produit en présence du colonel Thieboro. Est-ce que vous le confirmez? C'est clair. Est-ce que vous le maintenez? Je le maintiens. Est-ce que vous savez que cette personne, c'est lui qui a menacé de faire exploser la clinique, c'est Marcel Guilavogui? Je vous l'apprends, M. Ba. D'accord. Voilà. Cela a été dit non seulement par les gardes-corps de Selou Dalen, également par Toumba Diakité lui-même. D'accord. Très bien. Vous savez pourquoi on n'a pas réagi quand cette menace a été faite? Non. C'est parce qu'il n'ose pas Marcel. D'accord. Mais il aurait été honnête en déclarant que cette scène s'est produite devant lui, oui ou non? Pas de terme péjoratif, D'accord. s'il vous plaît. Ou de Monsieur le terme, Président, je retire offensant, le mot. s'il vous plaît. Je retire le mot. Continuez. Merci, Monsieur le Président. Donc, c'est une contre-vérité de dire qu'il n'a pas vu Marcel à la clinique Ambroise. Oui ou non? Affirmatif. Merci, Monsieur Ba. Après la manifestation, est-ce que, après les faits, vous avez entendu à la radio ou à la télé un communiqué du gouvernement ou du président Dadis condamnant les tueries au stade? Les circonstances de l'époque ne m'ont pas permis d'être attentif aux déclarations télévisées ou radiophoniques. Quelle aurait dû être la première réaction d'un chef d'État face à cette tragédie? Si vous êtes un homme d'État, vous étiez à sa place, qu'auriez-vous fait au moment des faits? Une condamnation ferme et toutes les dispositions seraient prises pour mettre la main sur les auteurs de ce massacre. Aucune condamnation. Même pas une larme de crocodile. Rien absolument. Monsieur Ba, est-ce que vous pensez que à travers une telle attitude, M. Moussa Dadis Camara a compati à la douleur des victimes? Bon. L'expression de la solidarité et de la compassion pouvait s'exprimer de manière beaucoup plus visible et plus claire. Est-ce que vous savez que
quand cette tragédie a eu lieu, il vous a rendu responsable de cette tragédie à travers un discours. Je n'ai pas prêté attention. Est-ce que vous savez qu'il a dit que vous avez amené les jeunes à la boucherie? Il a dit. Je n'ai pas fait attention. Est-ce que ça, c'est l'expression d'une compassion à l'égard des victimes? Non, pas du tout. Très bien. Il a également été question des actions qui auraient été entreprises par le capitaine Dadis. On vous a cité la création d'une commission nationale d'enquête dont les membres ont été choisis justement en raison de leur complaisance envers le régime. Ça aussi, on est au courant. Ensuite, la création d'une commission, l'autorisation de la création d'une commission internationale d'enquête. N'est-ce pas? Est-ce que, dès après les faits, le capitaine Moussa Dadis Camara ne devrait pas, à titre conservatoire, suspendre toutes les personnes qui sont soupçonnées d'avoir participé à ces massacres? C'est une responsabilité régalienne qu'il aurait pu utiliser. Est-ce qu'à votre connaissance, vous avez appris l'arrestation de militaires ou civils après ces événements? Non. Aucune personne n'a été arrêtée? À ma connaissance. À votre connaissance, n'est-ce pas? Est-ce que cela signifie que M. Moussa Dadis Camara a le sens de la lutte contre l'impunité dans ces conditions? Non. Très bien. Sur la responsabilité supposée des leaders, il a également été indiqué à cette barre que à travers les avocats du capitaine Dadis, qu'aucun ordre formel n'a été donné à quiconque pour aller au stade. Vous l'avez entendu ici, oui ou non? Oui. Que Toumba l'a dit, Kieboro l'a dit, donc tous les deux ont dit qu'aucun ordre formel n'a été donné à quiconque d'aller au stade, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que le fait d'interdire, en tout cas d'empêcher, pour le connaître Kieboro, le regroupement des militants au stade, ne constitue pas déjà les prémices de ce qui allait se produire au stade? C'est possible. J'avais oublié un point important. Quand vous avez quitté le stade, vous avez dit qu'au niveau de l'université, vous avez été intercepté par la hiérarchie sécuritaire. Est-ce que vous confirmez cette déclaration? Je la confirme. Est-ce que vous avez pu reconnaître l'un des responsables militaires à l'époque ou sécuritaires? C'était surtout la haute hiérarchie policière du directeur général de la police et de tout le staff de cette hiérarchie. Est-ce que la présence de cette hiérarchie policière et sécuritaire aux alentours du stade, au moment des faits, a diminué ou arrêté les massacres qui se perpétraient au stade? Pour être plus clair, c'est un convoi avec plusieurs véhicules que nous avons rencontrés juste aux abords de l'université et le colonel Kieboro a arrêté sa jeep pour échanger avec les hauts gradés de la police. À votre connaissance, les massacres ont commencé le matin. Est-ce que les massacres n'ont pas commencé le matin pour se poursuivre jusqu'au soir? Au moment où on a rencontré ce convoi, c'était possible d'arrêter le massacre parce que les moyens et les dispositions auraient dû être prises immédiatement pour stopper le carnage qui était en train d'être perpétré. Est-ce que ça a été le cas? Parce que c'est beaucoup plus après notre départ qu'il y a eu plus de massacres et plus de sauvagerie. Très bien. Est-ce qu'on n'aurait pas pu arrêter ces massacres en envoyant peut-être plus d'hommes, sécuriser les manifestants qui étaient à l'intérieur du stade et dans les abords? Non-assistance en personne en danger, et de ce point de vue, c'était quelque chose de manifeste parce qu'on aurait pu sauver beaucoup de gens. À qui on peut incomber cette responsabilité? Bon, à partir du moment où les hautes autorités dont la mission est de protéger les citoyens se sont révélées impuissantes ou passives, cela veut dire qu'il y a eu, disons, d'autres beaucoup plus puissants qui les ont empêchés d'agir. Très bien.
On va parler de Claude Pivy. Et au moment des faits, est-ce que vous avez arrêté des victimes de pillage dans vos rangs? Bon, à partir du moment où l'après-midi et le surlendemain, ce qui se passait dans la capitale était indescriptible puisque c'était pratiquement une zone de non-droit où la violence sévissait partout et on ne peut pas de manière précise indiquer le nombre de domiciles pillés, de voitures volées, de personnes blessées. C'était de ce point de vue la chose la plus commune. Est-ce que logiquement cela aurait pu avoir lieu si ce n'était pas dans un plan savamment orchestré pour punir ceux qui ont survécu au stade et dans les quartiers favorables, dit-on, à l'opposition? C'est possible. Très bien. On va terminer par la responsabilité du capitaine Dadis. Est-ce que vous savez que des miliciens ont été recrutés justement en prélude à cette manifestation? Est-ce que vous êtes au courant? Nous avions appris qu'il y avait un camp qui a été construit à Kalea pour former des militaires. Vous avez vous-même vu à l'enceinte du stade des personnes qui étaient habillées en civil et qui avaient des armes blanches, oui ou non? C'est vrai. Est-ce que vous savez que ces miliciens-là ont été recrutés, entraînés et entretenus par le capitaine Moussa Dadis Camara? De manière explicite, ce sont des informations que nous avons apprises par la suite. Est-ce qu'il est possible dans un pays, au cours d'une junte militaire, que des miliciens soient entraînés et pris en charge dans un camp militaire sans que le premier responsable militaire soit au courant? C'est possible ça, M. Ba? Dans un pays de droit et dans n'importe quel État, ceci n'est pas envisageable, surtout dans un pays qui est la République de Guinée. Très bien. Il nous a également été rapporté à cette barre, à travers Toumba Diakité, que le jour du 28 septembre, le président Dadis a ordonné à Marcel et compagnie d'aller mater les manifestants au stade. Est-ce que vous le saviez? Je l'ai appris en écoutant et en suivant l'audience à la télévision. Est-ce qu'il est possible qu'un convoi militaire quitte le camp, siège du pouvoir du CNDD, plusieurs pick-up armés jusqu'aux dents? Est-ce qu'il est possible que ce convoi-là traverse tous les checkpoints, se rende jusqu'au stade sans que le premier responsable en soit informé ou les autres chefs militaires, de façon logique et pragmatique? De façon logique, ce n'est pas du tout envisageable. Très bien. Il a été rapporté que effectivement ces convois ont tous rallié le stade pour aller punir tous ceux qui étaient au stade. Oui. Très bien. Et dans un pays avec des pouvoirs séparés, à qui incombe le maintien de l'ordre? À l'exécutif. Très bien. À qui incombe la responsabilité de protéger les citoyens en cas de manifestation? C'est le rôle de l'exécutif. N'est-ce pas? Est-ce que c'était le cas? Est-ce que les manifestants ont été protégés? Pas du tout. Il vous a été reproché ici également que c'est vous qui devriez prendre les dispositions pour votre propre sécurité. Est-ce que dans un pays normal, il est possible de songer à une telle démarche? Ce n'est pas possible puisque nous ne sommes que des citoyens et toutes les institutions et les forces publiques doivent concourir à faire prévaloir les intérêts de la population. Est-ce que le fait, pour vous, de n'avoir pas reçu les forces nécessaires pour votre protection était un motif pour annuler la manifestation? Pas du tout. Est-ce que ce n'était pas un droit que vous étiez en train d'exercer, un droit naturel que vous étiez en train d'exercer? C'est le cas. N'est-ce pas? Est-ce que, de mémoire d'homme, vous avez assisté à autant de violence que les événements du 28 septembre? C'est beaucoup plus horrible, surtout le fait de s'attaquer à la dignité des femmes, à les humilier. Mais les massacres, on en a connu le 22 janvier 2007.
est-ce que, de mémoire d'homme, vous qui êtes politicien depuis plus de 40 ans, est-ce qu'au cours d'une manifestation, vous avez assisté à des viols collectifs de femmes, de l'esclavage sexuel de ces femmes? Est-ce que vous avez assisté une seule fois à une telle scène? C'est un cas, le 28 septembre, et de ce point de vue, un cas unique qui a heurté la conscience nationale et même la conscience internationale. Et on vous a également parlé ici d'un communiqué qui aurait interdit tout regroupement et toute manifestation le 28 septembre et les jours qui ont suivi. Vous avez effectivement dit que vous n'étiez pas au courant. Est-ce que ce torchon était suffisant pour empêcher la manifestation? Pas du tout. Très bien. Est-ce que le fait de manifester donne droit aux forces de défense et de sécurité d'assassiner, de violer, d'enlever les femmes et de torturer les citoyens? C'est un acte de guerre. Est-ce que ce n'est pas ce qui s'est produit le 28 septembre? Ce qui s'est révélé être la réalité. Très bien. Est-ce que l'emploi par le président Dadis de l'expression « ils ont envoyé les jeunes à l'abattoir » ne trouve pas tout son sens avec le recul? C'est possible. Très bien. Entre le bourreau et la victime, à qui doit-on demander des comptes? Au bourreau. Vous n'êtes qu'une victime. Bien entendu. Qui sont les bourreaux à votre avis? Ceux qui ont organisé, planifié et exécuté le massacre de la population. Et d'après ce qui a été rapporté à cette barre et toutes les enquêtes qui ont été menées, c'est le président Dadis qui est le principal ordonnateur des massacres du 28 septembre. Est-ce qu'aujourd'hui il peut décliner sa responsabilité? Cette responsabilité est multiple. Très bien. Est-ce que la prise en charge de certains malades efface les crimes odieux commis au stade? Non. Vous savez, le plus souvent, le bourreau, pour se racheter une conscience, prend en charge les victimes. Est-ce que cela est suffisant? Ce n'est pas suffisant. Est-ce que s'il était question de choisir entre se faire soigner et ne pas se faire blesser, qu'est-ce que vous choisiriez? De ne pas se faire blesser. Très bien. Vous êtes un homme politique, n'est-ce pas? Oui. Vous œuvrez dans l'arène politique depuis plus de 40 ans. Oui. Que représente la parole d'un homme d'État? C'est sa valeur, c'est sa force, c'est son identité, c'est cela qui constitue l'ossature intrinsèque d'un homme politique. Le respect de l'engagement, le respect de la parole avec des convictions. Est-ce que le président Dadis n'avait pas promis de ne verser aucune goutte de sang d'un quelconque Guinéen? C'est vrai. Est-ce qu'il a tenu? Ça n'a pas été le cas. Est-ce qu'aujourd'hui on ne peut pas dire qu'il a trahi le peuple de Guinée? Bon, le peuple est en train de juger. Très bien. Monsieur le Président, je voudrais vous remercier de votre patience et surtout avec vos associations. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je voudrais passer la parole à mon confrère. Merci infiniment. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir donné la parole. Honorable assesseur, Monsieur Baouri, j'ai quelques questions à vous poser. Monsieur Baouri, après le massacre, les différents régimes qui se sont succédés ont pris pour priorité la réforme des forces de défense et de sécurité. Vous estimez que cette réforme était indispensable ou non? C'est indispensable. C'était indispensable. De l'autre côté, on dit que vous, les organisateurs de la manifestation, vous avez votre part de responsabilité. Vous, en tant que
président de la commission d'organisation des forces vives qui regroupent les partis et les associations, est-ce que ce n'est pas de votre droit de manifester? C'est un droit et nous avons respecté les dispositions réglementaires en la matière. Dans les conditions normales, est-ce que le fait que l'armée est venue, normalement si l'armée doit intervenir, ça pourrait être à votre demande pour justifier l'intervention, mais ce n'est pas vous qui avez demandé à l'armée de venir, mais c'est l'armée qui est venue. Donc s'il y a eu le massacre, qui en est responsable? Ceux qui ont fait appel à des forces militaires pour investir le stade du 28 septembre. Ok. Est-ce que vous savez qu'après le massacre, la CEDEAO a demandé d'installer en Guinée une force d'interposition pour protéger les civils? Mais le président Dadis s'était opposé. Vous êtes au courant? J'avais appris ça sans pour autant accorder une importance particulière à cette sollicitation. Ok. Et au niveau de la clinique Ambroise Paris, vous avez déclaré que quand vous avez été, avec l'intimidation faite par le militaire de faire sauter la clinique, on vous a déplacé. Est-ce que aujourd'hui, les partis civils qui ont déclaré qu'au niveau des hôpitaux, les lieux étaient militarisés et que les médecins avaient même peur de les admettre pour les premiers soins? Est-ce que cela est une réalité, non? C'est une possibilité. C'est une possibilité. Je dis le président Moussa Dadis Camara, ces derniers temps-ci, il avait exprimé sa volonté de se présenter. Ce que vous avez donné comme exemple, il y a un surplus parce que déjà des associations de soutien avaient été créées et que partout dans le pays, on disait le président Dadis est candidat. Et s'il est candidat, c'est que vous l'avez voulu. Il entend respecter votre choix et le verdict des urnes. Cela prouve qu'il était candidat et il voulait se présenter, n'est-ce pas? C'est possible. Voilà. Et le groupe de contact qui est venu en Guinée pour rencontrer le gouvernement avait découragé le président Dadis de se présenter et que vous avez vu à la télé que l'ambassadeur allemand aussi avait pris la parole pour dire de ne pas se présenter. Mais ses propos étaient à la mesure de sa détermination parce qu'il voulait se présenter coûte que coûte. Est-ce que ce n'est pas ce qui a justifié, n'est-ce pas, la manifestation? C'est un élément qui a contribué à crisper davantage les relations. Ok, de l'autre côté, concernant la responsabilité du président Dadis, on dit que le président Dadis, concernant ce massacre, qui n'est pas, sa responsabilité ne peut pas être engagée, parce qu'il n'a pas donné l'ordre et il n'a dit à personne d'aller au stade. Mais, vous savez, en tant que chef militaire hiérarchique, responsable de la chaîne de commandement, est-ce que si les militaires vont massacrer en tant que premier responsable, sa responsabilité est déjà engagée, n'est-ce pas? Bien entendu. Voilà. Est-ce que vous savez qu'après le massacre, la communauté internationale, pour apporter son aide, ils avaient déclaré que toute victime, que ce soit une partie civile ou bien des témoins, des simples témoins, quand ils vont, n'est-ce pas, à l'extérieur, de les recevoir, de les accueillir et de s'occuper d'eux. Vous êtes au courant de ça? Selon le rapport de la commission d'enquête internationale.
Bon, peut-être c'est une doléance exprimée, mais dans la réalité, ça ne s'est pas fait avec diligence pour beaucoup de gens qui ont exprimé le souhait de se réfugier ailleurs. Ok. S'agissant du colonel Moussa Kebrou, tout le monde sait qu'il était au stade, vous l'avez dit. Et quand il était venu, il avait commencé par la sensibilisation. Il a dit au président Sidia, il dit de reporter la manifestation. Et il lui a dit, quand le président Dadis vous a appelé, j'étais à côté. Mais lorsqu'il dit de reporter la manifestation, et que les leaders disent que la manifestation ne peut plus être reportée parce que tous les manifestants étaient déjà présents, est-ce que, à part ça, il n'a pas dit que si la manifestation ait lieu, vraiment ils vont sévir? Je n'ai pas entendu cela pour être très clair. C'est possible. Ok. Vous avez parlé de la présence des éléments héroclites. Les éléments héroclites, c'est-à-dire les éléments qui avaient une tenue spéciale, qui n'était pas une tenue réglementaire de l'armée guinéenne. Donc, ceux qui avaient l'habillement, les t-shirts de celle-ci et de Arsenal. Ceci, normalement, dans les conditions normales, un haut gradé qui est au stade, s'il y a la troupe, normalement, ils obéissent à ces instructions, non? Oui. Mais si ils font des gaffes et que personne ne dit quelque chose, les hauts gradés qui sont présents ne disent pas quelque chose, c'est qu'ils sont consentants. Qui ne dit rien consent. Sinon, en tant que haut gradé, quand le soldat déconne, tu peux le recadrer. Mais si tu te tais et que les massacres continuent, cela veut dire que tu es consentant. Ou bien? C'est vrai. Concernant le président Cellou Dalein Diallo, le président Cellou Dalein a déclaré que ses côtes étaient cassées, c'est parce qu'on l'a pris pour mort, c'est pourquoi on l'a abandonné. Qu'est-ce que vous en dites? Parce que vous étiez ensemble. C'est possible. Ah, c'est possible. Ok. Monsieur Baouri, en tant que parti civil, vous avez été victime d'une blessure. Donc, et vous avez jugé nécessaire de venir vous présenter, de vous donner votre part, de vérité au tribunal. Est-ce que c'est pas normal? Est-ce que votre constitution de parti civil est justifiée? Elle est justifiée pour maintes raisons. Et que je vous dis que vous pouvez vous constituer parti civil à tout moment avant le réquisitoire du ministère public. Vous êtes d'accord avec moi? C'est un droit et j'espère que d'autres vont se manifester. Est-ce que dans les conditions normales, la garde présidentielle qui est partie au stade, qui a massacré, est-ce qu'on peut dire que la responsabilité du président Dadis n'est pas engagée? C'est difficile de dire le contraire. C'est une réalité. Voilà. Parce que c'est lui qui commande sa garde, ou bien? C'est lui qui commande sa garde. La garde présidentielle est pour la présidence. Voilà. Et vous savez que cette garde était composée de bataillons autonomes des troupes aéroportées, le bataillon Rangers, le bataillon chinois et la garde présidentielle proprement dite, que le président Dadis a choisi sur la base de la confiance. Vous étiez informé de ça? Je ne me suis pas intéressé à la composition de sa garde. Donc cette garde était au stade et que elle fait partie de ceux qui ont massacré, comme les milices de Kalea et les éléments d'antidrogue.
Monsieur Baouri, vous avez fait une déclaration tout à l'heure. Vous avez dit que quand on vous a envoyé à l'infirmerie du camp, vous avez aperçu un camion. Cela corrobore avec le PV de feu général Mamadou Toutou Kamara, qui a déclaré qu'il a vu 22 corps, un camion de 22 corps, et à 17 h, un camion contenant 54 corps. Et ces corps-là, certainement la nuit, on les a fait disparaître pour minimiser l'ampleur du massacre. N'est-ce pas? C'est possible. Okay. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir donné la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Ba, vous avez déclaré à cette barre avoir porté plainte pour coups et blessures volontaires. Vous maintenez cette déclaration? Oui. Est-ce que vous avez pu identifier les auteurs de ces coups et blessures dont vous aviez été victime? Non. Ce jour, les personnes qui vous entouraient, étaient-ils des gendarmes ou des policiers? C'est difficile à dire dans les circonstances du moment, parce que il y avait un peu de tout. Des hommes qui n'avaient pas l'air d'avoir des uniformes, d'autres qui portaient des uniformes qui n'étaient pas du tout réglementaires, et d'autres qui avaient bel et bien des uniformes. D'accord. Dans le procès verbal d'interrogatoire, commandant Toumba Diakité déclarait ceci. Peu après, Dadis m'a fait appel. Il m'a dit ceci. Toumba, le pouvoir est dans la rue. Ils vont le regretter, il faut les mater. N'est-ce pas le résumé de ce qui s'était passé au stade ce jour, 28 septembre 2009? En tout cas, il y a eu un massacre. Dans le procès verbal d'interrogatoire du colonel Mathurin Bangoura, l'un des proches collaborateurs du capitaine Moussa Dadis Kamara, il est dit ceci. En retour de la France, j'ai pu glaner ça et là quelques informations auprès de mes collègues du CNDD et du gouvernement. Le président Moussa Dadis Kamara aurait ordonné aux éléments de la garde présidentielle d'aller empêcher les opposants de tenir un quelconque discours au stade. Je poursuis avec la déclaration de Mamadou Toutou Kamara. Il m'a été dit que Dadis, en tant que président, Kéboro, Toumba, Pivi, Abdoulaye Chérif Diaby sont impliqués. Est-ce que ces déclarations ne viennent pas conforter la vôtre à cette barre? Oui. Est-ce qu'au regard de ces différentes déclarations, ne pourrait-on pas retenir que c'est capitaine Moussa Dadis Kamara qui avait donné des ordres et qui avait été exécuté par la garde présidentielle? C'est au-delà de mes compétences. Je pense que le tribunal appréciera. D'accord. Dans votre procès verbal d'audition de partie civile, en date du 4 avril 2011, vous aviez déclaré ceci. À l'intérieur du stade, j'avais formellement reconnu le nommé Aboubakar Diakité dit Toumba, qui était d'ailleurs le chef des bérets rouges qui sont venus au stade, et mieux, c'est lui qui donnait des instructions à ses subordonnés pour nous faire descendre des gradins. Commandant Aboubakar Diakité, alias Toumba, était-il seul ou en compagnie d'autres éléments? Bon, il n'était pas seul, il y avait d'autres. Ils sont arrivés presque au même moment, ou bien au même moment, donc on ne pouvait pas les distinguer les uns des autres. D'accord. Quelle sorte d'instruction le commandant Toumba donnait à ses subordonnés lorsqu'il vous faisait descendre des gradins? L'instruction, c'était beaucoup plus à nous de descendre des gradins pour le retrouver au niveau de la pelouse. Vous aviez également déclaré que certains militaires qui étaient armés étaient dans le groupe de colonel Kéboro.
Vous confirmez cette déclaration? Oui. Parmi ces militaires, est-ce qu'il y avait des bérets rouges? Bon, dans les moments, je ne prêtais pas attention à la couleur des bérets. Et donc, j'ai peur de dire c'est rouge, c'est vert, parce que je n'ai pas souvenir. Mes observations n'étaient pas orientées vers la couleur du béret. Donc, je reste prudent pour ne pas raconter des choses qui ne sont pas en conformité avec la réalité. D'accord, M. Ba. Les éléments qui n'avaient pas de tenue spécifique et qui étaient au stade ce jour étaient dirigés par qui? C'était pas possible de savoir qui les dirigeait puisqu'ils étaient pêle-mêle et ils étaient dans la foule. Et comme je vous l'ai dit hier, avant même l'arrivée des militaires, j'ai observé deux jeunes gens qui avaient des éléments qui m'ont fait que je les ai interpellés pour savoir pourquoi ils avaient ça. Parce que ce n'était pas quelque chose qu'on devrait retrouver au milieu d'une foule pacifique à l'intérieur du stade. Et donc, mais je n'y ai pas accordé trop d'intérêt. C'est par la suite maintenant que je me suis dit qu'on était bien avant tout cela déjà infiltrés. Est-ce que ce n'était pas parce qu'ils avaient constaté l'ampleur des dégâts et pour pouvoir se tirer d'affaire qu'ils avaient décidé de sauver les leaders politiques? Comment? Je dis, est-ce que ce n'était pas parce que M. Aboubakar Sidiki Diakité, je les nomme, et M. Keboro avaient constaté l'ampleur des dégâts qu'ils avaient décidé de vous sauver? C'est difficile à dire. Les faits, le commandant Toumba Diakité a exfiltré un certain nombre de responsables, pratiquement tous les responsables qui étaient là-bas. Moi et la Cellou, comme ce dernier était à terre, on était, bon, je ne dis pas qu'il nous a, mais on était là et je devais m'occuper de la Cellou, ce qui a fait qu'ils nous ont laissés à l'intérieur de la pelouse. Et par la suite, comme je vous l'ai dit, c'est ça qui m'a amené avec Ablaye III à le porter pour le faire sortir de la pelouse et, grâce à Dieu, par la suite, rencontrer ou apercevoir le colonel Keboro qui a bien voulu nous prendre en charge et nous faire sortir du stade. D'accord. Monsieur Ba, est-ce que ce n'était pas les tireurs à l'entrée qui s'étaient transformés en sauveurs? C'est difficile pour moi de le dire de manière explicite puisque je n'ai pas vu ni l'un ni l'autre tirer sur qui que ce soit, à mon niveau. D'accord. Je vais vous faire lecture de quelques déclarations de certains leaders politiques consignées dans leurs procès-verbaux. Je commence par M. Mamadou Sellou Dalein Diallo. Dans son procès-verbal d'audition de partie civile, il déclarait avoir vu les bérets rouges avec à leur tête le commandant Toumba Diakité, qui ont fait éruption au stade et qui s'étaient mis à tirer à balles réelles sur les manifestants. Également, M. Lunseni Fall déclarait dans son procès-verbal d'audition de partie civile ce qui suit. Du haut de la tribune, nous avons compris que les militaires tiraient sur les manifestants. À la tête du contingent, j'ai reconnu le lieutenant Toumba Diakité. Lorsque nous avons compris que ça tirait sur les manifestants, j'ai demandé à mes collègues de rester sur place. Nous avons attendu là et les jeunes sont venus former un cordon autour de nous. Entre-temps, Toumba Diakité et ses compagnons sont venus les disperser pour s'en prendre à nous. Nombreux parmi nous ont été battus et blessés. Sellou Dalein Diallo, Sidia Touré, Mouktar Diallo et moi-même avons été arrêtés comme des mineurs. Que pensez-vous de ces différentes déclarations des autres leaders? Bon, permettez-moi de ne pas me prononcer sur les déclarations des autres, puisque nous n'avons peut-être pas vu les mêmes choses et les interpréter de la même manière.
D'accord. En tant que président de la commission d'organisation des manifestations, de la manifestation, le capitaine Moussa Dadis Camara et certains de ces éléments étaient-ils les concepteurs et les exécutants de ces massacres? Bon, c'est des éléments des forces régulières de l'armée guinéenne ou des forces de défense de la sécurité de notre pays qui sont intervenus dans le stade. Donc, a priori, les soldats, les militaires exécutent des ordres. Venant du capitaine Moussa Dadis Camara en tant que président de la République d'alors, oui ou non? Ça mérite d'être étayé, ce n'est pas dans mes compétences. Merci, monsieur. Merci. Merci, monsieur le président. Alors, monsieur Amadou Ouriba, j'ai des petites questions de précision. D'abord, monsieur Ba, confirmez-vous que la manifestation du 28 septembre n'était pas un acte spontané? Ce n'était pas spontané. Ça avait été minutieusement organisé, planifié et informé toutes les autorités. On a appliqué les dispositions réglementaires de notre pays en la matière. Parfait. Alors, il y a quelque chose qui avait été dit par Maître DS tout à l'heure qui était extrêmement important. J'aimerais avoir la confirmation de la même chose. Il avait posé la question de savoir si, dans la logique de vous dissuader d'aller manifester le 28 septembre, si cela était une réalité, est-ce que, en réalité, à 5 heures, à 1 heure du matin, le président Dadis a parlé avec le président Sidia, ça a été confirmé par tout le monde, même Thibou. Est-ce que c'était le moment pour ces autorités de vous dissuader d'aller exercer librement votre manifestation? Ce n'était pas le moment. Et vous, le matin du 28 septembre, vous avez croisé colonel Kegoro. Au lieu de vous apporter le concours nécessaire lié à votre encadrement, qu'est-ce qu'il vous a dit? De reporter. Et il savait que vous étiez déterminé. Il savait que son président, en fait son chef hiérarchique, qui est le président Dadis, avait tenté de vous dissuader, vous ne l'avez pas fait. En pareille circonstance, et en sa qualité d'un officier de son rang, d'un commandant d'une troupe, est-ce qu'il n'avait pas la possibilité de réorienter l'exercice même des forces de défense sur le champ en encadrant vos marches? Dans le cadre d'un état de droit républicain, ça aurait été la disposition la plus adaptée. Parfait. Alors, monsieur, cette manifestation, vous confirmez bien qu'elle résulte de la déclaration provocative du capitaine Moussa Dadis Camara tendant à se porter candidat aux élections présidentielles? C'est un élément suivi par d'autres facteurs qui ont amené à l'organisation de cette manifestation. Parfait. Et si le président Dadis avait pris ces dispositions, notamment en reconsidérant sa position et en prenant des dispositions contre les personnes qui déclaraient tout le temps Dadis ou la mort ou les mouvements qui se proliféraient à l'époque, l'événement tragique du 28 septembre aurait dû être évité, oui ou non, monsieur Ba? Je pense qu'on n'en serait même pas arrivé à cela s'il y avait un autre état d'esprit pour remettre la transition sur les bons rails. Parfait. Alors, venons au stade du 28 septembre, monsieur Ba. Est-ce que vous avez vu, quand vous avez rencontré le colonel
Kegoro, avec ces hommes, ils étaient tous armés, oui ou non? Bon, vous savez, dans ces circonstances, on ne va pas dévisager tout le monde pour scruter qui a une arme, qui ne l'a pas, mais a priori, ils avaient des armes. Parfait. Alors, quand le commandant Toumba est arrivé au stade, souvenez-vous s'il était armé, oui ou non? Je ne l'ai pas vu de manière visible avec une arme. Peut-être qu'il en avait, mais ce n'était pas une mitraillette à ma connaissance. Parfait. Alors, M. Ba, à l'une des questions de l'un des conseillers du capitaine Dadis ici ce matin, on vous a reproché qu'en votre qualité de président d'organisation de cette manifestation, que vous n'avez pas pris les dispositions idoines à l'effet d'encadrer la marche. M. Ba, entre vous, manifestants pacifiques, en exercice d'un droit constitutionnel, et les militaires, tout corps confondu, face à face, qui est-ce qui doit encadrer qui? Les forces de défense et de sécurité doivent assurer l'intégrité du territoire national et la sécurisation des populations civiles en toutes circonstances. Merci, M. Ba. Est-ce que vous vous souvenez que le président Dadis tenait certains propos à l'époque selon lesquels il disait les leaders, les faux leaders ont conduit la population à l'abattoir? Souvenez-vous de ces propos, M. Ba? Il y a eu beaucoup de discours, mais bon, de manière sélective, j'essaie de ne retenir que ce qui est essentiel. Parfait. Alors, si le président lui-même déclare que ces leaders, qu'ils soient faux ou vrais, ont conduit la population à l'abattoir, M. Ba, à votre avis, quand vous venez à l'abattoir, ce n'est-il pas les bouchers qui sont à l'abattoir? Si on savait qu'on allait à l'abattoir, on aurait pris d'autres dispositions pour éviter d'y aller. D'accord, si vous saviez. Bien entendu. Alors, moi, je suis précis. Est-ce qu'à l'abattoir, ce ne sont pas les bouchers qui sont là avec des machettes à l'abattoir? Bien entendu. Alors, si un président dit que la population a été conduite à l'abattoir, à votre avis, les bouchers n'étaient-ils pas les corps habillés qu'il a fait envoyer? Parce qu'en disant cela, implicitement, cela veut dire qu'on savait que c'était une boucherie qui était préparée pour accueillir les gens. Exactement. Alors, M. Ba, est-ce que vous vous rappelez que beaucoup de nos compatriotes ont trouvé la mort par voie, en fait, ont été électrocutés au stade? Vous vous souvenez de cela? J'ai appris ça, et ce qui a fait que beaucoup de gens n'osaient même plus escalader les murs au risque de se retrouver électrocutés. Savez-vous que certaines portes du stade ont été fermées par je ne sais pas qui quand les manifestants étaient à l'intérieur du stade? Oui, bon, c'est une réalité. Sinon, tout le monde aurait pu être évacué sans trop de drame. Est-ce que vous ne réalisez pas qu'en regardant tous ces scénarios, vous n'estimez pas que ça a été quelque chose de planifié, en fait de conçu, planifié et réalisé de manière systématique et professionnelle? C'est vrai. Est-ce qu'une telle planification peut se faire si la chaîne de commandement au haut niveau n'est pas informée? Bon, c'est difficile d'être explicite, mais je pense que dans un pays, il y a des services de renseignement de plusieurs corps qui auraient dû alerter sur certaines dispositions, sur certains agissements de n'importe qui, qu'il soit citoyen, corps habillé ou pas, pour stopper
ce qui allait se préparer. D'accord, moi je vais vous mettre à l'aise. Hein? En réalité, à supposer que la hiérarchie n'était pas informée de cette planification criminelle. Monsieur Ba, après le lendemain du 28 septembre, du 28, 29 jusqu'au 30, avez-vous appris que nos compatriotes étaient non seulement portés disparus et que les personnes autres que les hommes en tenue étaient venus pour perpétrer ce crime? Avez-vous appris cela, oui ou non? Le 29, le 30, j'étais complètement isolé à la clinique Pasteur, donc n'ayant aucune information de ce qui se passait dehors. D'accord. Alors, ce que je viens de vous dire, c'est ce qui était la réalité. Alors, ce qui légitime l'implication active du président Dadis et ses proches, depuis ces jours, M. Ba, quel est, à votre avis, en votre qualité d'homme d'État, en votre qualité d'homme politique, en votre qualité de prétendant à la présidence de la République, M. Ba, quelle pouvait être la disposition la plus idoine, urgente et appropriée de M. Moussa Dadis Camara le lendemain du 28 septembre? Comme je l'ai dit, c'est de prendre toutes les dispositions pour faire arrêter de près ou de loin toutes les personnes qui étaient impliquées dans ce massacre. Qui est-ce qui a été arrêté, s'il vous plaît? Je n'ai pas souvenance qu'il y a eu des personnes arrêtées. Qui est-ce qui a été blâmé, s'il vous plaît? Je ne l'ai pas appris. Qui est-ce qui a été suspendu, s'il vous plaît? Non, je n'ai pas de connaissance. Au sein de l'armée, qui est-ce qui a été limogé à son poste, s'il vous plaît? Je ne sais pas. Cela ne justifie-t-il pas que lui en personne était impliqué et c'était ces ordres qui ont été appliqués à la lettre? Sa responsabilité et son statut l'auraient dû l'amener à prendre des dispositions fermes et radicales pour faire arrêter tous ceux et toutes celles qui étaient impliqués dans ce massacre. D'accord, pour finir, M. Ba, à supposer qu'il n'ait pas la capacité réelle pour prendre toutes ses responsabilités, à votre avis, M. Ba, vous savez, quand on vous pose certaines questions, on ne vous en pose pas en votre qualité de M. Amadou Riba, mais on vous la pose en votre qualité d'un homme politique. Voilà. Alors, est-ce qu'un État qui n'est pas en guerre, un État normal, l'on peut avoir des charniers sans que la hiérarchie militaire n'est pas informée? C'est possible, mais il faut reconnaître que c'est une habitude dans ce pays. Les charniers? Oui. Alors, est-ce que M. Moussa Dadis n'est pas venu dans ses déclarations pour mettre fin à toutes ces barbaries? C'était les déclarations de principe formulées à la prise du pouvoir. À votre avis, oui ou non, M. Moussa Dadis a trahi frontalement le peuple de Guinée et la nation guinéenne? On peut dire pour cela il a échoué dans cette volonté d'empêcher qu'il y ait encore des charniers dans ce pays. Je vous remercie. Merci. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Amadou Riba, je salue votre courage et votre témoignage. Merci. Juste 2 à 3 questions. Savez-vous que la seule responsabilité morale ne peut pas envoyer quelqu'un devant ce Togis tribunal? C'est une question de conscience, je suis d'accord avec vous. Et vous avez eu à prononcer également ici, n'est-ce pas, que les carnages que vous avez vus, ce sont des crimes contre l'humanité. Ce qui était la qualification d'origine du massacre. Et à cet effet, donc, cette responsabilité de commandement, ou politique ou autre, ne peut qu'être qu'une responsabilité pénale ici devant cet Togis tribunal, n'est-ce pas? C'est vrai. Autre chose, vous avez une longue expérience en matière de réconciliation nationale. Je voudrais vous entendre sur ce point concernant ce procès. En quoi il pourrait s'inscrire dans cette perspective de réconciliation nationale en Guinée? Bon, de manière résumée, mon intervention dans le champ politique est due au fait
que j'ai toujours cherché à ce que les droits de l'homme soient respectés pour tous dans ce pays. Et cela dès avant même 1984. Notre action a toujours été dans ce sens. Nous avons mis en place cette organisation pour protéger et pour accompagner l'évolution politique et démocratique de notre pays. À tout instant, tout ce qui aurait pu être facteur de troubles ou de pertes en vies humaines, nous avons alerté dans la mesure du possible, ou nous avons cherché à faire en sorte qu'il y ait un autre tournant qui soit pris. Malheureusement, nous n'avons pas réussi. Et en 2008, 2009, 2010, nous avons tout fait pour que la transition du CNDD suive une voie normale. Et bien avant cela, en tant que ministre de la Réconciliation nationale, conscient des problèmes, nous avons veillé, nous avons cherché à désamorcer toutes les bombes susceptibles d'éclater après la disparition du général Lansana Conté, qui aurait été des facteurs aggravants de la crise politique dans notre pays. Donc, voilà, et jusqu'à présent, je pense que nous sommes dans ce sillage. Je vous remercie. Et le rapport national d'enquête est une pièce versée à ces procès, n'est-ce pas? Oui, c'est possible. Est-ce qu'on peut vous reprocher de donner un avis critique de ce rapport? Pas du tout, d'autant plus que de manière flagrante, les conclusions que j'ai apprises en écoutant les délibérations ou la lecture au niveau de ce tribunal n'étaient pas en conformité avec ce que j'ai vécu ou ce que j'ai avancé lors de l'audition au niveau de la commission d'enquête nationale. Savez-vous que vous n'êtes pas le seul à apporter ce genre de critique à ce rapport? D'accord. Pour terminer, vous êtes devant cet auguste tribunal, vous y attendiez depuis 13 ans, vous empêchiez de venir témoigner. À titre personnel comme à titre de leader ou de citoyen, quelle ultime demande vous avez à formuler devant cet auguste tribunal, M. Ba? Bon, c'est une chance qu'on ait pu avoir la tenue de ce procès. Nous souhaitons que tout le processus de ce procès historique soit exemplaire et aussi, comme je l'ai toujours répété, ce n'est pas une volonté de revanche, mais c'est une volonté et un désir que par la justice pénale, que des sanctions permettent de manière pédagogique à ce que, aujourd'hui et demain, aucun responsable politique, aussi puissant soit-il, ne se permette d'aller au-delà des limites admissibles dans la violation des droits de l'homme, et de savoir que, quelle que soit la personne, il est justiciable et il doit répondre et rendre compte à tout moment. Et c'est une volonté d'éviter la répétition de cela. Hier, j'ai dit que si ce procès s'était tenu un peu plus tôt, on aurait empêché d'autres massacres, comme les massacres qui sont intervenus en Guinée forestière et principalement